Bonjour. Au début, je veux remercier les organisateurs de la Semaine de Cerveau pour m'inviter à donner cette présentation. Elle est sur ma recherche faite avec Alfonso Estudillo Romero et Pierre Janin à l'équipe Médicine. C'est une partie du laboratoire de traitement de signaux et de l'image. Et cette recherche est financée par la région Bretagne et l'Institut des neurosciences cliniques de Rennes. Cette présentation est intitulée Le conte de deux cerveaux. Le premier cerveau, c'est celui de patient. Et il est malade. Il manque que son corps tremble, a des difficultés motrices, c'est-à-dire d'initier des mouvements, et aussi de maintenir une posture correcte. C'est aussi plus difficile à penser, à dormir. Et c'est vrai que ce cerveau est malade, il a la maladie de Parkinson. La maladie de Parkinson est un désordre neurodégénératif qui commence avec la dégradation de la substance noire. Elle est une partie du ganglion de base au milieu du cerveau, mais la maladie de Parkinson a des effets partout dans le cerveau. Donc, on a un cerveau humain qui est malade, mais on a aussi un cerveau artificiel qui peut le voir. Comment? Notre cerveau artificiel utilise un réseau de neurones convolutifs, qui est un modèle bien utilisé dans l'apprentissage automatique, qui applique des filtres très basiques, qui est nommé des convolutions, à une image de patient dans une façon répétée. Chaque convolution est très basique et très simple, mais l'effet agrégé de toutes les convolutions peut déterminer des caractéristiques ou des features bien plus compliquées, comme par exemple ce qui détermine si l'image est d'une patiente parkinsonienne ou pas. Dans notre recherche, les images utilisées sont des images DTI, c'est-à-dire les images de les systèmes de diffusion dans le cerveau. Donc, on a un système automatique pour diagnostiquer la maladie de Parkinson. Merci pour votre attention et je veux terminer cette présentation. Non, non, c'est pas assez. Je suis d'accord. Il ne suffit pas de créer une unité diagnostique sans comprendre comment cet outil fonctionne. Si on comprend comment cet outil fonctionne, on peut utiliser ces connaissances pour mieux comprendre la maladie de Parkinson. Donc, on doit aussi voir à l'intérieur du cerveau de la machine aussi de patients. Cette recherche concerne le développement des biomarqueurs d'imagerie. Des biomarqueurs et des mesures des régions spécifiques dans l'image qui sont corrélées avec la présence ou la progression d'une maladie spécifique. Dans la neuroimagerie traditionnelle, c'est un neurologue qui définit les mesures et les régions d'intérêt. Et puis, on utilise les statistiques pour déterminer si ces mesures sont vraiment des biomarqueurs. Mais pour l'apprentissage automatique, c'est différent. C'est l'ordinateur soi-même qui détermine quelles régions sont d'intérêt et quelles mesures à investiguer. Mais l'apprentissage automatique est souvent une boîte noire. Donc, comment peut-on voir son intérieur? Mon collègue Alfonso a créé un cadre très élégant pour le faire. On utilise le même algorithme que l'ordinateur utilise pour l'apprentissage, mais pour déterminer quelles parties de région sont d'intérêt de l'ordinateur. Puis, on peut faire un recolage entre tous les patients et une espèce de coordonnées communes pour déterminer dans une manière robuste quelles régions sont corrélées positivement avec la maladie et quelles régions sont corrélées négativement avec la maladie. Ça nous donne beaucoup de résultats intéressants. L'ordinateur détermine des biomarqueurs qui peuvent être expliqués avec des features et des connaissances de l'imagerie de diffusion. Par exemple, il peut déterminer dans quelques régions, il y a une augmentation de la diffusion qui sont d'intérêt pour la prédiction de la maladie de Parkinson. Et dans l'autre, ce n'est pas la quantité de diffusion, mais la forme, l'anisotropie de cette diffusion. S'il y a une dégradation des fibres, par exemple, qui rendent la diffusion moins constreinte et donc changer la forme de la diffusion
dans cette région locale. Parce que l'ordinateur peut choisir les régions d'intérêt et peut nous donner des biomarqueurs des régions inattendues. Par exemple, notre réseau a trouvé une forte biomarqueur dans le cervelet, qui est une région de cerveau loin du ganglion de base, mais très impliquée dans les fonctionnalités motrices. Donc, à partir de ces biomarqueurs, on peut déterminer que la maladie de Parkinson implique un changement du système de diffusion aussi dans cette partie du cerveau. Aussi, notre réseau peut déterminer des biomarqueurs non locaux, c'est-à-dire des biomarqueurs qui impliquent des mesures de deux régions différentes dans le cerveau. Un exemple est l'asymétrie. Dans l'asymétrie, on prend le même mesure, mais de deux régions correspondant dans le cerveau, un à côté gauche et l'autre à côté droite. Et c'est la différence entre ces mesures qui sont associées avec la maladie, mais pas chacun comme individu. Donc, on a un réseau qui a appris comment distinguer entre les patients parkinsoniennes et les témoins sains, c'est-à-dire il peut diagnostiquer la maladie de Parkinson. Mais ce n'est pas assez simple que ça. Notre base de données contient principalement des patients avec une maladie avancée. Mais pour les cliniciens, c'est mieux de diagnostiquer des patients avec une maladie précoce. Et malheureusement, la maladie de Parkinson, ce n'est pas monotonique. La maladie à un stade précoce n'est pas une version allégée de la maladie avancée. Donc, on a un réseau pour distinguer entre des patients et des témoins sains, mais la vraie question est est-ce qu'on peut distinguer les types différents de patients? Heureusement, on a la capacité de changer les données de sortir du réseau pour prédire quelque chose d'autre. On peut demander au réseau de prédire la symptomologie des patients et pas juste si le patient est parkinsonien ou pas. Donc, on peut utiliser le même cadre pour investiguer ce réseau et pour déterminer quelles régions du cerveau sont impliquées par la progression de la maladie de Parkinson et pas que sa présence. Et ça nous donne aussi des résultats très intéressants pour la présence de la maladie. Pour la présence de la maladie, on a trouvé des biomarqueurs latéralisés. Et ça a de sens car la maladie de Parkinson est latéralisée aussi. Elle commence dans une partie du cerveau, dans un côté du cerveau, et puis avancer à l'autre. Ça, c'est intéressant car notre réseau pour la progression de la maladie a trouvé aussi des biomarqueurs latéralisés, mais ils sont latéralisés à l'autre côté du cerveau. C'est-à-dire, il a trouvé des biomarqueurs qui représentent l'avancement de la maladie à un côté à l'autre. Donc, distinguer entre une maladie précoce qui sont latéralisées à un côté du cerveau et la maladie avancée qui, qui implique les deux côtés. On a un réseau d'apprentissage automatique qui peut détecter des changements dans le cerveau, dans le système de diffusion, qui résultent de la présence ou de la progression de la maladie de Parkinson. Ce système implique plusieurs choses, comme les fibres de matière blanche ou les ventricules ou les sillons et les fissures aux surfaces du cerveau. Notre système est polyvalent. Il peut être utilisé pour investiguer d'autres maladies neurologiques. Et on recherche actuellement d'autres maladies moteurs, comme le trouble essentiel, mais des maladies bien différentes, comme la démence ou la dépendance à la drogue. Mais il y a des limitations. Le premier est le réseau nous montre tout, partout et tout à la fois. C'est-à-dire, le réseau nous montre des biomarqueurs pour des aspects différents de la maladie, mais tout mélangé. Et donc, on a besoin de beaucoup de l'interprétation par des neurologues experts pour expliquer comment ces biomarqueurs sont impliqués dans l'étiologie de la maladie de Parkinson. Il y a un peu de raccourci. Si on pose des questions plus spécifiques, comme la prédiction des symptômes et pas juste la détection de la maladie, on peut recevoir des résultats qui sont plus spécifiques, plus sélectifs et donc aussi plus interprétables. La raison que le réseau nous montre tout partout et tout à la fois est qu'il a une perspective de la population et pas forcément d'individus.
C'est-à-dire, le modèle peut mélanger des patients avec des sous-types différents de la maladie. Et ça, c'est important pour les maladies qui ne sont pas bien comprises, comme la maladie de Parkinson. Et ça termine notre compte de deux cerveaux. Un cerveau humain qui est malade et un cerveau artificiel qui peut comprendre pourquoi. Merci pour votre attention.